La parole à Damien Dubois. Est-ce qu'il nous entend? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bonjour Pierre. Parfait. Bonjour. Donc, est-ce que vous souhaitez, pouvez mettre la caméra? Oui, bien sûr, c'était pour gagner de la bande passante quand on est nombreux. Oui, mais si, en tout cas, on vous le dira si jamais ça devait Voilà, poser difficulté. Mais d'accord, pas de souci. une des dernières visioconférences, nous étions près de 250 et ça s'est bien déroulé. Ça devrait aussi bien se dérouler. Léo Caravagna, pour le coup, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, la mienne est en carafe, donc je vous vois, je vous entends, vous pouvez m'entendre, mais vous ne pourrez pas me voir. Bon, on n'aura pas ce plaisir-là. Mais en tout cas, on vous a bien identifié, bien entendu. Pour TIC Santé, pour le coup, ça permet de… Damien Dubois, c'est pour DSIH. Voilà, comme ça permet de faire la présentation également à tout le monde. Anne-Lise Favier. Oui, bonjour, je vous entends, mais je ne peux pas activer ma caméra. Mais je vous vois, je vous entends. J'espère que vous m'entendez également. Oui, très très bien, parfaitement Super. bien. On vous entend parfaitement bien. Vous représentez quel média? En fait, pour les médias du pôle infirmier, donc Objectif Soins et également Porphyre, qui est une revue pour les préparateurs en pharmacie. Oui, très bien, très très bien. Donc, merci vraiment à tous d'être là. Je continue le petit tour avec Clément Benoît, si je n'écorche pas votre nom. Clément Benoît qui, pour l'instant, a son micro fermé. Et nous ne pouvons… Ah voilà, le micro s'est ouvert. Je me suis permis de l'ouvrir à distance au cas où il y ait un souci. Ah d'accord. Bon, donc Clément Benoît, peut-être qu'il nous prendra la parole tout à l'heure. En tout cas, bienvenue. On ne vous entend pas si vous parlez. N'hésitez pas aussi également à communiquer via le chat qui permet effectivement de le petit icône en bas qui s'appelle converser et qui permet éventuellement de passer des messages à l'écrit si vous avez les moindres questions ou remarques ou suggestions. Et je vais donner la parole à monsieur ou madame Petitpré, dont le micro est fermé. Donc, touc. Alors, Clément Benoît ne parle pas. Est-ce que peut-être qu'on a les contacts, Julien? On va peut-être demander à… Parce que je vois Chantal connectée, là, c'est notre Chantal de Catel. Je ne sais pas. Il a dû y avoir un souci de connexion parce qu'il je crois qu'il n'est plus en ligne. Ah oui, voilà, c'est ça, oui, je vois. Ouais. Je vois. Et Clément Benoît, on va regarder si nous avons son contact. En tout cas, si vous nous entendez, n'hésitez pas à rappeler le numéro de téléphone que vous avez de Catel pour qu'on essaye de résoudre le point si jamais. Donc, Bien, oui, bonjour. ah, C'est parfait. Clément Benoît. Excusez-moi, j'étais dans une autre pièce, j'étais au téléphone et là je reviens et j'entends vous parler de moi. Je m'excuse, vous m'avez. Toutes mes excuses. Voilà, voilà, c'est une façon de faire parler de soi. C'est vrai qu'on nous a parlé de vous. Ouais. Sans vous, Je suis nous navré. n'avons pas dit de mal. Donc, bienvenue. Vous représentez quel média? Merci beaucoup. Alors, donc moi je suis Clément Benoît. Donc pour ma part, je suis consultant pour la société SPH Conseil, qui édite notamment la revue Technique Hospitalière. Et D'accord. Romain Bonfillon, qui est notre rédacteur en chef, normalement ne pouvait pas se rendre disponible. Donc voilà, je le remplace, que très intéressé par ces sujets de télémédecine, puisque je travaille notamment avec le professeur Pierre Simon sur ces sujets. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Nous connaissons bien Technique Hospitalière. Nous avons pu contribuer à ça deux fois. C'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, nous allons pouvoir commencer. Il y avait un autre journaliste qui était là, qui finalement a dû se déconnecter. Donc, on le verra peut-être réapparaître tout à l'heure, mais de façon à ne pas perdre de temps. Nous vous proposons
de commencer peut-être en donnant la parole à Jean-Michel Orsetelli. Je crois que c'est Monsieur Lebras qui est à côté de vous. Alors, votre micro est coupé, donc si vous souhaitez prendre la parole. Parfait, merci. Vous nous entendez? Vous nous entendez? On vous entend bien, on vous entend très très bien, Monsieur Lebras. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis donc Yann Lebras, à la fois directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, qui assisteront d'autres établissements hospitaliers de notre territoire, Briançon, Embrun et Huy, qui s'étendent sur les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Provence, et président du comité stratégique du mouvement hospitalier Alpes du Sud. Voilà, je suis très heureux de débuter cette conférence de presse et de vous accueillir. Un grand merci de votre présence, à la fois soutien et personnes intéressées, représentants de la presse spécialisée et professionnelle ou générale, y compris locale, qui est présente ici dans cette salle. Merci d'avoir rejoint cette visio ou conférence de presse. La technique montre qu'on est connecté par rapport au thème qu'on va présenter. Donc, je suis avec M. Orsetelli, qui est directeur adjoint, et différents médecins qui sont membres du comité de pilotage de ce projet télémédecine. L'objectif pour nous est très simple cet après-midi, c'est de vous expliquer où nous en sommes de notre stratégie de télémédecine qui est ancienne sur notre territoire, qui a précédé le groupement hospitalier et sa constitution en 2016, qui s'est accélérée avec le groupement hospitalier. C'est une pierre angulaire et une partie prenante de notre projet médical de territoire, avec beaucoup d'initiatives. Nous souhaitons aujourd'hui à la fois vous présenter des réalisations, mais aussi présenter un nouveau cap que nous souhaitons franchir, une stratégie encore plus ensemble qui imprime encore plus sur notre territoire, qui est intitulée Groupement hospitalier de territoire Alpes du Sud 3.0 et pour lequel nous avons pu mobiliser nos forces internes et bénéficier également de l'accompagnement, de soutien, de financeurs, l'Agence régionale de santé qui est à PACA, qui est à nos côtés depuis le départ, et puis également donc AG2R La Mondiale, que nous remercions, et également nous bénéficions de projets européens dans le cadre de crédits FEDER de l'Union européenne, qui sont des projets Alcotra, Alpes latines, c'est-à-dire entre la France et l'Italie. Très clairement, nous sommes un territoire de 140 000 habitants, qui est un territoire alpin, de montagne, avec une partie urbaine, mais surtout rurale, des facteurs d'éloignement entre sites et la nécessité de faciliter un meilleur accès aux soins pour nos patients. La télémédecine peut être un outil et est un outil important dans ce contexte de santé publique et aussi hospitalier, sanitaire et médico-social. Donc c'est fatalement pour nous un élément majeur. Nous souhaitons très clairement accélérer. Nous avions des équipes habituées à ces usages, puisque la télémédecine, c'est certes des outils, mais avant tout des usages et des pratiques. L'épisode Covid a permis à d'autres équipes de découvrir ce champ de l'offre de soins et nous avons souhaité le faciliter pendant la gestion de crise Covid. Et l'idée est que tout ceci est un lendemain et ne reste pas un point d'ordre, mais qu'il y ait une empreinte durable dans l'organisation des parcours de soins sur notre territoire. Donc, toute la stratégie qui a été reposée va vous être présentée. Et nous sommes des gens de montagne, on aime bien les exemples concrets, donc les aspects pragmatiques, dont vous aurez aussi des illustrations concrètes par les membres de notre comité télémédecine. Et nous sommes bien sûr à votre disposition à l'issue pour répondre à toutes questions. Et en tout cas, merci pour votre présence et votre intérêt. Je passe la parole à M. Orsetelli. Merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir de parler aujourd'hui de ce projet de télémédecine qui finalement est à la fois un projet ancien de notre territoire, mais qui est encore aujourd'hui peut-être un peu la figure de proue de notre projet médical partagé, parce que c'est un projet sur lequel on souhaite avancer vite, avancer fort et fédérer un maximum d'acteurs autour de ce projet qui est en fait aussi innovant, puisque on vient de le rappeler, la télémédecine, c'est quelque chose qui s'est fortement développé pendant la crise sanitaire et sur lequel il y a un très très fort enjeu dans les prises en charge actuelles et à venir. Alors, on parle de télémédecine dans les Alpes du Sud parce qu'on a un territoire
qui se prêtent ici vraiment à l'utilisation de la télémédecine. D'une part, lié au vieillissement de la population, qui certes est un phénomène démographique mondial et national, mais particulier dans notre territoire des Alpes du Sud. Et le deuxième aspect qui caractérise les Alpes du Sud, c'est bien sûr la géographie, avec un isolement géographique de certaines populations liées au phénomène de montagne, de vallées, de petits villages, également d'un réseau routier qui peut être compliqué, notamment à certaines périodes de l'année. Donc on a, on va dire, un terreau favorable de développement de la télémédecine, et c'est sur ce terreau favorable que l'on capitalise, on va dire, en développant ce projet. Alors, la télémédecine, dans les Alpes du Sud, ça repose sur plusieurs piliers, plusieurs axes. Alors, les pilotes médicaux, tout à l'heure, nous en parlerons de manière plus approfondie, mais les sujets travaillés concernent depuis longtemps le télé-AVC. Vous m'entendez bien ou vous avez besoin du micro? Ça va? Oui, très bien, très bien. Oui, on vous entend. Alors, le sujet de télémédecine sur lequel on travaille etc. Un deuxième sujet que l'on a fortement développé ces dernières années concerne la gériatrie. Le docteur Jean Blanc, notamment, vous en parlera tout à l'heure. Il vise à connecter, pour ainsi dire, les équipes de gériatrie hospitalière avec les EHPAD. Un autre sujet concerne les urgences. Comment on prend en charge des patients en urgence par un SMUR qui a des outils connectés. Les urgences, ça concerne également les territoires isolés. Dans les Alpes, on a bien sûr des refuges de montagne, on a des maisons de santé pluridisciplinaires. L'enjeu, c'est que des professionnels qui peuvent être des professionnels du tourisme, confrontés à un accident, sachent quel outil utiliser pour contacter un spécialiste hospitalier ou médical rapidement. On travaille également le sujet de la cardiologie. Avec la transmission d'électrocardiogrammes de manière sécurisée, avec des équipements connectés, mais également on voudrait travailler l'insuffisance cardiaque avec des projets qui commencent à se dessiner avec des balances connectées, etc. On travaille également sur la surveillance des constantes et des pathologies chroniques. Là aussi, on peut parler d'insuffisance cardiaque, mais il y a aussi tout ce qui est plaies, cicatrisation, éventuellement le diabète. Enfin, on a encore des projets sur l'ORL, avec le dépistage des vertiges, qui peut se faire là aussi via la télémédecine, avec des lunettes connectées. Et enfin, l'hospitalisation à domicile, qui est par essence même hors les murs de l'hôpital et qui peut utiliser là aussi des outils télémédecine. Vous voyez qu'on a un champ d'exploration de la télémédecine qui est extrêmement large et qui concerne des publics très diversifiés. C'est-à-dire ça peut être à la fois des personnes âgées quand on parle de médico-social, mais ça peut être tout type de patient qui a un accident dans les Alpes du Sud ou des patients atteints de maladies chroniques quand on parle de la cardio ou encore de la dermatologie. Les bénéfices que l'on attend quand on parle de télémédecine sont multiples. On veut une amélioration du suivi de ces patients quand ils sont à l'hôpital, mais également quand ils sont ressortis de l'hôpital. On veut prévenir des hospitalisations évitables, par exemple dans le médico-social, en ayant des outils qui permettent d'alerter un professionnel de santé et éviter un passage aux urgences. On veut également réduire les déplacements de ces patients, et quand on limite les déplacements, on limite aussi les coûts pour la société. On veut également réduire tout ce qui est délai de prise en charge, sécuriser la transmission des données et de manière globale, améliorer le suivi en ambulatoire. Donc voilà, on a des objectifs assez ambitieux dans plusieurs champs de spécialité et pour fédérer et à la fois donner une cohérence à tous ces éléments-là, on a décidé de construire un schéma territorial de télémédecine. On a donc été accompagné par Catel sur ce sujet. L'objet de ce schéma territorial, et qui constitue aujourd'hui une étape décisive dans notre projet, et c'est pour ça qu'on fait cette conférence de presse aujourd'hui, c'est parce que ce schéma territorial, à la fois, il nous permet d'avoir un diagnostic précis sur là où on en est
et les enjeux actuels, mais également de redessiner une stratégie commune qui soit à la fois cohérente, structurée et qui nous permette de fédérer à la fois les professionnels de toutes ces spécialités et les patients. Patients qui ont évidemment des exigences croissantes dues aux besoins de santé, mais également, aujourd'hui, où on a des outils qui permettent des nouveaux types de prise en charge, on a cette nouvelle demande, ce nouveau besoin de prise en charge connectée, si je peux dire, et il faut savoir relever cet enjeu. Donc, fédérer, ça implique de se voir, ça implique de travailler ensemble, et ça implique de communiquer. Et pour lancer une nouvelle étape de communication sur le projet de télémédecine, on a lancé un nouveau logo et un nouveau slogan pour notre projet, vraiment propre à notre projet, qu'on a appelé le GHT 3.0 Alpes du Sud. Le GHT 3.0, c'est une thématique que vous connaissez, le 3.0. Voilà le nouveau logo, merci. Un logo connecté, si je puis dire, qui ancre le GHT dans les enjeux actuels, dans le besoin de connexion du territoire avec les besoins de santé, et puis j'ai envie de dire, dans la modernité. Voilà. Donc, GHT 3.0, c'est voilà, le slogan de notre projet. Voilà, j'ai essayé de planter un petit peu le décor et l'objet de la conférence de presse de ce jour. Je pense que je ne serai pas plus long pour laisser du temps aux interventions de chacun et puis en fin de présentation, bien sûr, des échanges avec la presse. Parfait, merci Jean-Michel Arsateli, Monsieur Lebras. Pierre Traîneau, je dirige chez CATEL, ce centre de ressources et d'expertise, qui a eu le plaisir d'avoir été retenu par le GHT et donc dans le cadre d'un financement d'AG2R La Mondiale qui s'exprimera tout à l'heure. Nous allons, avec Julien Larfouillou, directeur du projet, de ce projet-là, directeur de projet e-santé au sein de CATEL, vous présenter la démarche qui a été conduite pour l'élaboration de cette stratégie, de ce schéma directeur. Alors, il y a en termes de partage, voilà, ça y est, on a retrouvé la première diapo qui était égarée. Stratégie télémédecine, tout petit mot en préambule pour vous dire comment nous conduisons et avec quelle approche ce type de démarche en 3 points. Le premier élément, c'est le fait de s'appuyer le mieux possible sur l'ensemble des parties prenantes, faire en sorte qu'il n'y ait aucun des acteurs oubliés, faire en sorte qu'il y ait une prise en compte de l'existant. Et l'existant, et ça a été rappelé tout à l'heure par le directeur et le directeur adjoint, il y avait un existant déjà depuis de nombreuses années au sein du GHT Alpes du Sud, et il s'agissait de véritablement faire le recensement de cet existant le mieux possible. Nous avons un leitmotiv sur ce point-là, c'est de la co-construction à la coadhésion. Nous savons que si nous incluons toutes les parties prenantes, l'adhésion sera forte au final. J'espère qu'on va pouvoir vous en faire la démonstration. Le deuxième point, c'est l'approche globale, l'approche systémique que l'on conduit à chaque fois. Et c'est très innovant, ça nous a beaucoup intéressé d'avoir ces échanges avec le GHT Alpes du Sud déjà depuis longtemps, parce qu'on s'est retrouvé sur le fait qu'il fallait prendre en compte toutes les dimensions. Et toutes les dimensions, ça veut dire quoi? C'est en premier lieu la dimension médicale et la dimension organisationnelle. Et vous le voyez là sur la diapo, la formalisation du besoin médical et organisationnel, c'est ce qui doit nous guider tout le temps et en prenant en compte les différents enjeux, que ce soit les enjeux IT, les enjeux du numérique, les enjeux économiques, les enjeux juridiques, qu'aucune de ces dimensions-là soit oubliée et immédiatement avoir un œil tourné, guidé vers le déploiement et le suivi en termes de gouvernance. Quelle gouvernance nous mettons en place? Quelle conduite de changement envisageons-nous? Et quelle communication allons-nous déployer? Et on le voit, la gouvernance porte, ce sont les dirigeants, les équipes projets qui sont concernés par cette gouvernance. On a là l'ensemble des établissements du GHT, l'ensemble des professionnels de santé qui sont concernés par la conduite de changement. Et la communication doit aller jusqu'aux usagers finaux. Et c'est aussi un des objectifs, évidemment, de cet échange avec vous, faire en sorte que cette démarche-là soit connue le plus largement possible.
Et enfin, avant de passer la parole à Julien tout à l'heure, vous dire qu'on a une troisième dimension qui est importante pour nous, c'est de s'inscrire dans la durée. Il ne s'agit pas simplement de produire un schéma territorial télémédecine qui finalement constitue un coût important en termes de communication. Le plus dur reste à faire au moment où on lance une stratégie télémédecine. On en a tous conscience et vous allez le voir au travers des actions qui ont été identifiées comme étant les actions à conduire pour le futur. Et c'est ce qui nous conduit, ce qui nous guide au jour le jour, faire en sorte que la stratégie qui est définie là s'inscrive dans la durée et qu'on se donne les moyens de la suivre au jour le jour. Julien va pouvoir rentrer maintenant dans le détail précisément. Effectivement, l'idée, c'était de pouvoir échanger et présenter quelques notions clés, notamment sur la partie état des lieux et puis sur la deuxième phase qui consiste effectivement à en tirer les leçons pour la définition d'un plan d'action. Ce qui a été intéressant et puis nécessaire et indispensable au fait de travailler sur une stratégie, c'était d'identifier l'ensemble des projets qui existent autour de la télémédecine, qu'ils soient lancés, qu'ils soient identifiés, qu'ils soient en cours. Le GHT, d'une certaine manière, étant assez récent, des initiatives sur plusieurs centres hospitaliers et plusieurs établissements étant lancés, l'idée, c'était d'avoir un recensement qui se veut le plus exhaustif possible pour produire cette ligne directrice commune au GHT. Alors, le recensement, entre guillemets, l'état des lieux nous a permis d'identifier une petite quinzaine de projets, donc 13 projets très concrètement de télémédecine qui sont soit en gestation, au sens ils sont en cours de traitement, de travail au sein du comité, et puis des services qui sont déjà lancés pour lesquels on va avoir un certain nombre d'illustrations tout à l'heure. Globalement, aujourd'hui, c'est 11 projets qui sont devenus des services, donc on ne peut plus vraiment parler de projet au final, mais qui sont devenus des services, soit destinés à améliorer l'organisation, soit destinés aux patients, et deux projets importants qui sont en cours d'étude. Et puis, on a travaillé également, on vous montrera un peu cette cartographie tout à l'heure, à un réservoir d'idées, c'est-à-dire que les besoins ne manquent pas. Et donc, l'un des enjeux, c'est de définir un petit peu les priorisations à envisager. Et à ce jour, on peut compter sur 13 projets qui touchent globalement la quasi-totalité des filières de soins du territoire. Exception faite, à ce jour en tout cas, en termes opérationnels, on va dire, du volet psychiatrie, malgré des besoins déjà identifiés. Autre point d'enseignement sur cet état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, les 5 actes de télémédecine encadrés par la loi, par la réglementation, sont touchés, en tout cas sont abordés par les projets ou les services lancés sur le territoire. Vous avez sous les yeux un recensement, on va dire, de ces 13 projets ou services qui sont existants, avec, si on avait à l'interpréter ou à l'interpréter de manière très rapide, on peut simplement identifier là en premier coup d'œil que ce sont les actes de télémédecine suivants, la téléconsultation et la téléexpertise, qui sont aujourd'hui le plus abordés au sein du GHT. Les autres, télésurveillance médicale, téléassistance et régulation, le sont par un nombre moindre de services, pas forcément en volume accompagné pour le coup, mais en tout cas en nombre de services de manière très brute. Ils sont donc la télésurveillance médicale, la téléassistance et la régulation médicale sont aujourd'hui abordés, et on identifie surtout des perspectives intéressantes sur des projets existants pour aborder ces autres actes. Donc, à retenir tout simplement, c'est que le GHT ne démarre pas entre guillemets de zéro, c'est qu'il y a un existant qui est favorable. Donc, on a dit quasiment une quinzaine de projets qui touchent l'intégralité des actes de télémédecine, et ça guide forcément les orientations pour un schéma directeur. Autre point, on l'évoquait, que les notions de GHT étant assez récentes dans le temps, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont portées par les établissements, mais des synergies croisées existent déjà, se sont déjà mis en place au sein des établissements. On s'est attelé à faire une petite cartographie des flux et des échanges qui existent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une base intéressante de travail pour se dire qu'il y a des opportunités finalement de déploiement et de nouvelles synergies entre établissements, et que c'est existant aussi, il embarque déjà des coopérations extra-départementales ou extra-territoriales avec l'Italie, avec la région PACA, mais aussi avec d'autres régions ou d'autres endroits de la France. Pardon. Donc, c'est le cas notamment à Lyon ou à Bordeaux avec des synergies qui existent. Donc, on a un existant qui est favorable à la mise en place de coopération également dans la télémédecine.
pour introduire les présentations et les illustrations que M. Ludzier, M. Lazzero et puis M. Jean Blanc vont nous faire. Voilà un mapping alors qui mérite évidemment de s'attarder dessus, mais qui a le mérite d'être extrêmement exhaustif de l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui existants ou en gestation sur le territoire, avec, en fonction de la taille des bulles, d'une certaine manière, les volumes de patients ou d'actes qui sont accompagnés par ces services, téléradiologie, télé-AVC, télémédecine, télérégulation, etc. Je vais pas m'attarder plus sur ce schéma qui est un mapping complet de l'existant. Et je vais laisser la parole au docteur Jean Blanc pour présenter un de ces services et rentrer dans un petit peu plus de précision. Merci bien. Vous m'entendez bien là, c'est bon? C'est parfait. Ah, c'est parfait. Donc, le premier projet, vous l'avez nommé projet d'opportunité. Et en effet, c'est une belle opportunité car nous rejoignons le projet de télésurveillance cardiaque initié par l'APHM, c'est-à-dire l'hôpital de la Timone et l'hôpital Nord. Il s'agit d'une télésurveillance pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. C'est un projet qui a un financement étape. Je vous rappelle que le financement étape, c'est pour les projets qui sont nouveaux ou expérimentaux. Et nous allons utiliser le même logiciel et le même prestataire que l'APHM, c'est-à-dire c'est Almeris. Il s'agit donc d'équiper les patients sortant d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, les équiper d'une balance connectée à leur domicile, ainsi qu'une application smartphone qui sera renseignée par l'IDE à domicile, avec mention de la saturation, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de l'observance, la biologie. Puis tout sera centralisé au niveau d'une cellule de suivi, avec IDE et cardiologue, et avec un système de gestion d'alerte. Ce projet a déjà débuté en septembre 2019 à Marseille, avec actuellement une file active entre 400 et 500 personnes. Et ce projet pourra débuter en automne dans notre GHT. Les bénéfices attendus ont déjà été abordés par l'équipe de cardiologique de Clermont-Ferrand, qui était l'équipe pilote de ce projet de télésurveillance. Et on a montré qu'il y avait des bénéfices en termes de diminution des hospitalisations grâce à une meilleure anticipation et en termes de confort ou de meilleurs liens avec les cardiologues. Et on peut même envisager par la suite d'autres objets connectés, que d'autres objets connectés puissent être inclus, comme des t-shirts par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un bon projet innovant qui a, ce qu'il faut noter, c'est ce projet que nous allons mettre en place est intéressant parce qu'il y a un partenariat avec notre CHU de référence, le CHU de Marseille, et il y a également une réalisation en partenariat avec les cardiologues libéraux du département. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de très intéressant, car c'est là qu'on voit que cette démarche au niveau du GHT correspond à ce qui nous semble important pour ces projets télémédecine du GHT, à savoir une cohérence régionale, donc avec le CHU, de la même manière que nous avons une cohérence avec les projets de l'ARS régionale, les projets du GRAD, avec lesquels nous avons des échanges fructueux. Et il y a également une cohérence locale, donc entre les hôpitaux du GHT, bien sûr, mais aussi avec les médecins libéraux, de la même manière que nous avons une cohérence locale avec la politique locale de l'ARS départementale, avec les établissements médico-sociaux et avec les CPTS. Voilà donc pour ce projet-là qui va débuter d'ici la fin de l'année, qui est une belle opportunité, comme vous le disiez. Docteur Jean Blanc, j'en profite, excuse-moi de vous couper. On a le docteur Kilissi qui est avec nous ici dans la salle. Je vous propose peut-être en 2 minutes de laisser intervenir le docteur Kilissi qui pourra compléter vos propos sur cet aspect cardiologie. Je trouve que ce serait… Chef de service de cardiologie efficace. Chef de service cardiologie efficace, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu. Si je fais comme ça, vous venez à ma place, ce sera plus pratique. Oui, bonjour à tous, Jacques ici. Merci François d'avoir abordé déjà un peu ce projet, effectivement, dans la dynamique qui a été initiée par le GHT 05. Alors, au départ, on n'était pas forcément très familier avec tout ça et ça nous a vraiment fait réfléchir depuis plusieurs mois. Et à l'occasion d'une rencontre avec l'équipe de l'APHM qui travaille déjà sur le sujet avec un projet
peut déjà mentionner qui a déjà inclus au moins 300 patients. On s'est dit qu'on allait essayer, sur la zéro aussi, qu'on allait essayer de démarrer ça à la rentrée, là, en septembre-octobre. Et effectivement, les choses maintenant ont bien avancé et on a réussi à avoir l'assentiment de tous les spécialistes, de tous les cardiologues libéraux, d'avoir une équipe hospitalière aussi qui a bien réfléchi au projet. Et avec le prestataire Almeris, effectivement, on sera prêt pour commencer probablement en septembre pour une pathologie chronique qui impacte beaucoup les services hospitaliers parce qu'il y a beaucoup d'hospitalisation. Dans une région, ça a été évoqué pour des raisons géographiques et démographiques et se prête assez bien à ce type de projet de télémédecine et pour essayer de réduire un peu les réhospitalisations et d'améliorer le lien avec les patients insuffisants cardiaques. Donc, on va probablement pouvoir démarrer effectivement en septembre-octobre dans une collaboration avec la PHM qui nous garantit aussi une plus grande pérennité de ce projet. Et c'est peut-être ce qui nous manquait aussi pour qu'on puisse démarrer. Voilà, on comptera sur leur aide aussi pour la mise en place de ce protocole de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup pour ces compléments. Je propose au docteur Lazzero d'intervenir pour une deuxième illustration. Votre micro n'est pas actif. Voilà, vous m'entendez maintenant? Bonjour à tous. Oui, là, je vais vous illustrer rapidement notre projet transfrontalier. Là, c'est un projet qui fait partie intégrante du projet transfrontalier ProSanté, en collaboration avec l'ASL Torino 3, c'est-à-dire l'autorité sanitaire locale Turin 3. Si vous voulez, c'est l'autorité de santé correspondante au GHT. Et la ville métropolitaine de Turin a plusieurs, si vous voulez, GHT, mais l'ASL Turin 3, c'est vers le secteur, vers la France, vers la frontière, donc les vallées de Suse, Clusson et Pellice. Le projet, en effet, se concentre plutôt sur la vallée de Suse et la haute vallée de Suse. Et c'est ce qu'on fait maintenant, depuis l'année passée, c'est des consultations préopératoires d'anesthésie où l'anesthésiste est à Briançon et le patient est sur le site de Suse. Alors, on a bien évidemment aménagé des pièces dédiées pour ces téléconsultations. Et sur l'hôpital de Suse, en effet, il y a l'équipe paramédicale qui soutient, si vous voulez, la télévisite pour la transmission éventuellement de données, la transmission d'un électrocardiogramme, parce que évidemment, avant une intervention, il faut l'avoir. Et on a choisi de faire ça sur des malades qui sont en classe ASA 2, c'est-à-dire des malades qui ne sont pas vraiment à risque anesthésiologique, bien évidemment. Mais on a quand même construit un système qui est efficace, même pour l'anesthésiste, pour pouvoir, par exemple, sur le plan strictement pratique et clinique, aller voir, par exemple, la bouche du patient si éventuellement il faudra l'entuber. Après ça, j'insiste un peu, et puis si on aura le temps, on pourra certainement parler un peu plus. J'insiste sur un modèle, sur l'intérêt de ce modèle international dans une Europe avancée, moderne. On cherche, le défi, en effet, c'est de surmonter les difficultés médico-légales, les contraintes aussi économiques. Là, on a bien avancé parce que normalement, il n'y a pas de souci pour les remboursements des deux côtés. Et même sur le plan légal et médico-légal, on a quand même l'aide de la MOT à Paris qui nous accompagne aussi dans ce projet.
Je termine juste pour vous donner une idée. Nous, on fait ça habituellement le troisième vendredi, l'après-midi du troisième vendredi de chaque mois. Et normalement, il y a 4 ou 5 malades, juste pour vous donner maintenant une idée de la quantité de téléconsultations qu'on a commencé à faire. Bien évidemment, on a dû interrompre pendant le confinement du Covid parce qu'enfin, même les frontières étaient fermées. Merci, Dr Lazzero. Je propose de terminer avec le Dr Lutzer pour une dernière illustration. Oui, bonjour à tous. Salut aux différents collègues. Alors, Alberto Lazzero parlait d'un projet transfrontalier. Également, nous, de notre côté, transfrontalier avec une autre vallée qui est celle de Cuneo et en partenariat donc avec nos collègues italiens. Alors, il s'agit d'équiper au domicile des patients souffrant d'hypertension, de diabète, d'insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, etc., de les équiper avec des équipements connectés qui permettent de mesurer les tensions, les fréquences cardiaques, les dextros en temps réel et donc de pouvoir assurer un suivi quasiment, alors non pas continu, mais en tout cas longitudinal. Les données sont à disposition des médecins traitants et sont hébergées sur un serveur de données de santé auquel aussi l'équipe du GHT peut avoir accès. Aussi, quant à la genèse, parce qu'elle est importante, un projet transfrontalier qui est né d'un financement FEDER, comme le rappelait M. Lebras, et donc un partenariat étroit avec les équipes italiennes. Et l'idée sera également de pouvoir comparer les modalités de fonctionnement entre l'Italie et la France pour des patients vivant en domicile. L'étude est portée par des services de soins infirmiers à domicile, donc avec des aides-soignantes et des infirmières. Et il nous a semblé intéressant, dans le cadre européen, comme le disait Alberto Lazzero, de pouvoir comparer un petit peu si ces suivis étaient identiques en France et en Italie, en tout cas si nous pouvions améliorer de part et d'autre de notre frontière la prise en soin de ces malades. Voilà, je vous en ai fait un résumé très bref. Alors l'étude a commencé, pour rien vous cacher, elle a commencé avant-hier par l'équipement de patients, puisque de même nous avons été bloqués par le confinement pendant les 3 derniers mois. Merci beaucoup pour ces illustrations. Au-delà de cet état des lieux, l'objectif maintenant, à travers une stratégie ou un schéma directeur et cette étude complète, c'est de tracer une structuration et donc des actions qui correspondent à l'état actuel du GHT. Et donc, Pierre va pouvoir vous évoquer, entre guillemets, la partie structuration et plan d'action. Donc, je pense que c'est à partir de la diapo suivante, vous dire combien le travail que nous avons mené ne peut prendre forme qu'au travers d'une description la plus précise possible d'un plan d'action qui va guider l'ensemble des parties prenantes dans les semaines et les mois à venir. Je vous l'avais dit au départ, 5 champs, 5 dimensions devaient être traitées. On a parlé de la dimension concernant le besoin médical, la dimension en termes de solutions, les solutions numériques, les dimensions économiques, évidemment, en termes de financement, la dimension juridique, et puis également la dimension déploiement, suivi. Sur l'ensemble de ces dimensions, on a pu recenser au total 23 actions sur lesquelles il était intéressant de faire un bilan. Où est-ce qu'on en est on ne va pas rentrer dans les détails, mais le schéma directeur complet, détaillé, précise pour chacune de ces 23 actions à l'intérieur de ces 5 dimensions, quel est l'état d'avancement entre 0 et 5. Voilà, niveau 4, on est presque au top. Niveau 1, il y a urgence à faire quelque chose.
par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, qui est là dans la catégorie des enjeux IT, eh bien, nous avons constaté qu'il y avait là des démarches probablement à mener, à conduire. Toujours dans ce chapitre des enjeux IT, on a pu constater que la question de la relation avec les prestataires privés, avec les fournisseurs, était probablement à regarder avec attention. Particulièrement parce que lorsque cette relation n'est pas suffisamment structurée, organisée, malheureusement les décisions d'un groupe d'établissements se fait par opportunisme, se fait par rencontre, enfin, en tout cas les décisions sont prises au hasard des rencontres et non pas selon un plan stratégique bien identifié. On va vous laisser beaucoup le temps, journalistes qui êtes là présents, de poser un certain nombre de questions, mais je voulais absolument vous dire que l'ensemble de ces 23 actions ont été guidées par cette triple logique-là que vous avez là sous les yeux, à savoir, dans tous les cas, assurer une cohérence pour faire en sorte que les actions conduites s'inscrivent dans les orientations du GHT, la question de la frugalité pour faire en sorte que pour toute décision, eh bien, on va s'intéresser à regarder comment est-ce que l'on peut rendre plus efficient la dépense des fonds publics qui sont confiés là au GHT ou des fonds tels que ceux d'AG2R. Et puis enfin, parce que c'est un des écueils que l'on rencontre dans de nombreuses expérimentations, dans de nombreux déploiements de télémédecine, c'est la question de l'adhésion. Parce que c'est une chose que de produire une stratégie, c'est une chose que de déployer des solutions, des organisations pour déployer la télémédecine. C'est encore une autre chose que de connaître un véritable succès en termes d'adhésion. Et pour le coup, on a vraiment recherché sur l'ensemble de ces 23 actions comment on pouvait être à chaque fois guidé vers plus de cohérence encore avec les grandes orientations stratégiques de santé publique du GHT, plus de frugalité pour aller encore le plus loin possible avec tous les moyens qui nous sont confiés, au GHT, et puis le plus d'adhésion possible, tenant compte le mieux possible effectivement des retours d'expérience des usagers. Quand on parle des usagers, c'est usagers au sens des professionnels de santé et au sens des patients, des usagers finaux. Et puis enfin, là aussi, on n'aura pas le temps d'avancer davantage, mais l'idée est effectivement de suivre dans le temps ces 23 actions pour que, en fonction de leur évaluation, de leur score, le score qu'elles ont aujourd'hui, bien que le comité de pilotage soit en mesure d'essayer de s'auto-évaluer et de dire « Ah, là, nous sommes au niveau 3, on a encore une marge de progression pour aller jusqu'au niveau 5 ». Et là, cette notion de tableau de bord dans la conduite de la démarche télémédecine sur un territoire est extrêmement intéressante. On parle souvent du besoin de formation, du besoin d'accompagnement au changement. On parle, à mon sens, pas suffisamment de cette possibilité d'auto-évaluation des acteurs. Il faut que la démarche qui est proposée là soit aussi très formatrice. Elle est formatrice parce que l'ensemble des dimensions sont prises en compte et à chacun de prendre conscience du niveau dans lequel il se trouve par rapport à l'objectif idéal. Merci Pierre. Juste avant qu'on passe aux questions, un petit mot des partenaires financeurs qui ont accompagné ou qui accompagnent toujours d'ailleurs le GHT dans cette dynamique. Je laisse la parole surtout à Anne Paradès d'AG2R La Mondiale. Merci beaucoup. En effet, je suis chargée de mission au sein de l'action sociale du groupe AG2R La Mondiale. Donc, rapidement, AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale qui exerce les métiers de l'épargne, de la retraite, de la santé, de la prévoyance. Voilà, très rapidement, pour vous donner quelques chiffres, pour avoir un ordre d'idée, c'est vrai qu'on touche quand même 15 millions de personnes qu'on protège à travers nos différents services. Des personnes qui cotisent ou alors les ayants droit, ça fait quand même 15 millions de personnes en tout. Il y a plus de 500 000 entreprises qui sont clientes d'AG2R La Mondiale, ce qui fait une entreprise sur 4 en France. Et en tout, on est plus de 10 000 collaborateurs répartis sur toute la France. Voilà, c'est quand même pour vous donner un petit peu des éléments d'ordre
quelques chiffres clés. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au-delà de ces métiers que je viens de vous présenter rapidement et de ces activités, AG2R La Mondiale a aussi une démarche forte d'engagement social, engagement sociétal, et notamment chaque année, il y a 100 millions d'euros qui sont consacrés à l'action sociale et exclusivement à l'action sociale, c'est-à-dire aux personnes fragilisées. Donc, pour vous résumer ça de manière très synthétique, on a des aides individuelles où là, on vient en aide vraiment aux personnes qui en ont besoin à travers la démarche écoute, conseil, orientation, pour leur apporter des réponses par rapport à leurs difficultés, voire des aides financières également qui sont apportées aux personnes qui cotisent chez nous ou qui sont retraitées et qui peuvent être dans une situation difficile. Donc, ce sont des aides financières ponctuelles et exceptionnelles. Et puis, on a toute une activité très vaste de projets collectifs qu'on développe, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau régional à travers nos 16 directions régionales qui sont réparties sur toute la France, sur des thématiques qui sont celles de l'habitat, l'amélioration de l'habitat, l'adaptation de l'habitat, le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles, le soutien aux aidants familiaux qui accompagnent un proche dépendant ou en situation de handicap, les personnes en situation de handicap, donc le handicap est également un champ d'intervention, et enfin la prévention santé. Donc c'est vraiment sur ce champ-là qu'on est aujourd'hui, et on est sur ces actions en cohérence avec les orientations prioritaires qui sont celles de la fédération Agir Carco, puisqu'on relève de la fédération Agir Carco, comme les autres groupes de protection sociale. Donc ensuite, tout à l'heure, j'ai fait un petit peu le point pour expliquer pourquoi AG2R La Mondiale s'est engagé auprès du GHT Alpes du Sud et pourquoi finalement on soutient ce projet. Il y a beaucoup de raisons, donc elles seront peut-être pas toutes présentées ici, il y en a d'autres, mais j'ai essayé déjà de voir principalement pourquoi on était avec vous sur ce projet. Déjà en premier lieu, ce que je me suis dit, c'est que en effet, si on est sur ce projet, c'est d'abord grâce au CATEL, qu'on connaît bien et avec lequel on travaille depuis longtemps. Et surtout, on a une extrême confiance parce qu'on n'est pas des experts, on n'est pas des médecins, on n'a pas l'expertise pour pouvoir savoir, parmi tous les projets qui nous sont proposés sur ce sujet de la télémédecine, lesquels on va soutenir parce qu'on ne peut pas forcément s'engager sur tous les projets. Et c'est vrai que le CATEL, on se connaît bien, ben voilà, ils savent identifier aussi les projets sur lesquels on va se retrouver par rapport à nos valeurs, par rapport à nos axes d'intervention. Et c'est pour ça que ça, c'était quand même un premier facteur, le fait que le lien s'est fait dans un premier temps grâce au CATEL. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur ce projet, il y a un fort engagement de notre part, parce que non seulement c'est un projet territorial, il a été présenté et validé par le comité social territorial PACA-Corse, puisque c'est un projet sur ce territoire, mais il a été aussi présenté et validé par notre commission sociale nationale, ce qui n'est pas le cas de tous les projets, puisque les projets qui sont montés au niveau des régions ne remontent pas forcément en commission sociale nationale. Donc il y avait vraiment une forte attention sur ce projet au niveau de l'action sociale d'AG2R La Mondiale. Voilà, après, rapidement, pourquoi on soutient ce projet? Parce qu'il permet d'améliorer l'accès aux soins en favorisant une meilleure prise en charge et en allant au plus près du lieu de vie des personnes. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau de la philosophie du projet, on s'y retrouve vraiment. Ça s'inscrit vraiment dans le cadre de nos actions sur lesquelles on s'efforce d'améliorer la qualité de vie de nos ressortissants, mais également finalement de tous les bénéficiaires des projets que l'on va soutenir. Et c'est vrai que sur ce projet, on était particulièrement attentifs à deux cibles, les personnes âgées. Nous, on est quand même une institution de retraite complémentaire, donc la cible des personnes âgées est très importante pour nous et les personnes qui ont parfois des difficultés à se déplacer, bien entendu. Et également les patients atteints de maladies chroniques qui, du coup, forcément, avec un suivi régulier, voire quotidien, sont aussi des bénéficiaires des projets de télémédecine. Et globalement, c'est vrai que s'engager sur ce projet, c'est aussi se dire qu'on répond quelque part aux enjeux du vieillissement de la population, aux problématiques d'isolement géographique. Donc voilà, c'est des réponses possibles qu'on peut apporter. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que nous, on souhaite être complémentaires. On est notamment une institution de retraite complémentaire, donc déjà, il y a le mot complémentaire. Et le fait que le projet ait été
soutenus par l'Agence régionale de santé, notamment. C'était très important pour nous parce qu'on ne peut pas seul porter un projet. Et c'est vrai que parfois, on a des porteurs de projets qui nous sollicitent, mais il n'y a que nous et le projet est fragile et notre aide ne peut ne pas être suffisante, tandis que là, à la fois par l'expertise de l'Agence régionale de santé et leur financement, du coup, c'est vrai que nos administrateurs, ils étaient vraiment sécurisés par ça. On participe au comité de pilotage. C'est très important pour nous parce qu'on n'est pas juste des financeurs. Alors, on n'est pas experts. C'est vrai que c'est des fois très technique, hein, tout ce que vous expliquez en comité de pilotage. Mais au moins, ça nous permet de suivre le projet et puis d'avancer avec vous, en fait, finalement, sur la vie du projet et pas être juste un financeur. Ça, c'est vraiment très important pour nous aussi. La dimension importante du projet aussi, c'était l'évaluation. C'est vrai qu'elle est très travaillée avec un nombre d'indicateurs importants. Et ça, c'est très important pour nous parce que, comme je vous le disais, les membres des commissions sociales, que ce soit en région ou nationale, et qui ont souhaité soutenir ce projet, ils vont être attentifs après à l'évaluation qu'on va leur présenter au bilan. Et in fine, c'est qu'est-ce que ça change pour le bénéficiaire. Voilà. Et ça, c'est l'évaluation qui va pouvoir le montrer, l'amélioration de la prise en charge, le confort, enfin tout ce qui va être important pour in fine le bénéficiaire. Voilà, en fait. Et peut-être une dernière chose, c'est vrai qu'en plus, même si on s'est engagé sur ce projet bien en amont, mais aujourd'hui, la crise sanitaire liée au Covid-19 nous montre que, voilà, c'est encore plus nécessaire que jamais de développer des projets comme celui-ci. Et c'est vrai que, par exemple, pour l'anecdote, au niveau des centres de prévention Bien Vieillir à Agirc-Arcco, qui sont des lieux de promotion du bien vieillir, qui sont vraiment au niveau de la fédération Agirc-Arcco et suivis par tous les groupes de protection sociale. On fait des bilans de santé pour les personnes retraitées et éventuellement actives à partir de 50 ans pour favoriser un bien vieillir. Et bien, pendant la crise du Covid-19, il y a eu la mise en place de téléconsultations. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui était déjà un sujet dans l'air du temps qui était étudié, mais la crise sanitaire a accéléré les choses. Et donc, sur nos centres de prévention Bien Vieillir à Agirc-Arcco, on a aussi misé et développé la téléconsultation parce que c'est un levier possible en complément des autres actions qu'on peut mener. Voilà en résumé, mais il y aurait d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Anne. Je vais laisser Jean-Michel Orsatelli reprendre la main. Je crois que vous compléterez, vous le préciserez, Monsieur Orsatelli. Il me semble que l'ARS et Interreg sont excusés, donc je vous laisse. Voilà. L'Agence régionale de santé et le projet Alcotra sont deux autres partenaires financeurs. Je voudrais avoir un mot pour eux également. Depuis le début de ce projet de télémédecine, nous avons un soutien extrêmement fort de l'Agence régionale de santé PACA, à la fois un soutien financier, également un soutien méthodologique au travers d'outils de télémédecine qui sont développés par l'Agence régionale et des établissements qui sont rattachés, et également, on va dire, un soutien en termes de portage de projet, puisqu'on a des chargés de mission de l'agence qui sont à nos côtés pour développer de manière globale les SI, mais particulièrement le projet de télémédecine. Donc, voilà, on voulait d'une part rappeler ce partenariat très fort avec l'agence sur ce sujet-là. Et concernant Alcotra, on en a un petit peu parlé. Hein. On rappelle que Alcotra, c'est un outil de coopération territoriale européen. Son objectif, c'est les stratégies macro-régionales. Donc là, on est sur France-Italie. Dr Lazzero en a parlé tout à l'heure. Au travers du projet Alcotra sur les terres Montviso, l'objectif de ce champ-là de télémédecine, c'est de conforter les prises en charge du bien vieillir, à la fois sur le territoire français, mais aussi sur le territoire italien. Et donc là aussi, on est engagé avec plusieurs partenaires. C'est la communauté de communes de Serre-Ponçon qui est, on va dire, moteur dans l'accompagnement de ce projet. Et on bénéficie donc là aussi de financements européens pour aller encore plus loin dans ce projet de télémédecine. Donc voilà, on voulait aussi remercier les partenaires européens sur ce sujet-là.
Peut-être un complément aussi par rapport à l'ARS, effectivement, qu'on excuse à nouveau, mais qui est effectivement très présente à nos côtés depuis longtemps. Préciser, l'ARS, c'est l'État, et que l'État, localement, nous a demandé d'intégrer ce projet de télémédecine dans le schéma départemental d'accessibilité au service public. En gros, comment les usagers du service public peuvent mieux accéder à ces services. Ça peut couvrir le transport, ça peut couvrir la culture. Et sur le domaine santé, c'est un des projets les plus importants, et notamment ce qui a séduit à la fois la préfète des Hautes-Alpes et le président du conseil départemental, c'était le lien notamment avec les maisons de santé pluriprofessionnelles à travers la télémédecine. Et je crois que c'était important aussi de rappeler qu'au niveau de la préfecture des Hautes-Alpes et du conseil départemental, ils ont intégré notre projet dans une stratégie d'ensemble de services publics. Voilà, donc en synthèse, 2 mots, dynamique, innovation. Je pense qu'on peut résumer ce projet au travers de 2 mots. Et on est bien sûr là pour répondre maintenant à vos questions. Merci à tous, en tout cas, de vos différentes interventions. Alors, aux journalistes qui sont soit physiquement avec nous, soit en visioconférence avec nous, nous sommes là pour répondre à vos questions. Qui se lance? Oui, peut-être que, puisqu'on a fait tout à l'heure la présentation un petit peu de ceux qui étaient connectés à distance, mais il y a également des journalistes qui sont avec vous. Peut-être qu'ils peuvent également se présenter, dire quel média ils représentent. Oui. On a 2 filets libérés avec nous ici, et on a eu d'ici TV qui a dû nous quitter un petit peu avant la fin de la conférence. Il y a une chaîne de télévision locale. Ah oui, très bien. Moi, j'avais une question. N'hésitez pas à parler un petit peu fort, ils vous entendent. Moi, ce projet, il y aura un bilan fait. Et quand est-ce qu'il aura lieu, ce bilan? On a déjà une date Ouais, donc la question est sur le bilan du projet et l'évaluation du projet. On a un petit peu parlé au fil de l'eau. Donc, en effet, il y a des bilans réguliers de ce projet qui sont prévus. Alors, d'une part, on a un comité de pilotage qui se réunit 3 à 4 fois par an et qui systématiquement fait un bilan des actions mises en place et des actions restant à développer. Sur les aspects financiers, ben, on fait là aussi un bilan infra-annuel du suivi des dépenses, etc. Et sur l'aspect vraiment prise en charge et impact sur la population, on s'est dit au travers de notre comité de pilotage que de manière annuelle, on allait faire un point sur typiquement le nombre de téléconsultations réalisées pendant l'année, le nombre de téléexpertises, les trajets évités. Enfin voilà, cette évaluation, elle se fait de manière annuelle. On peut imaginer qu'au terme d'une période pluriannuelle, en général, on prend une période de 3 ans, on fasse une évaluation un peu plus approfondie sur les impacts réels sur la prise en charge au sein du territoire. Voilà, on l'envisage un petit peu comme ça. Je laisse mes collègues et partenaires compléter si besoin, bien sûr. Je crois que M. Caravagna souhaitait tout à l'heure, enfin, j'ai vu son micro s'activer, se désactiver. Oui, effectivement, merci. Je me demandais en fait si on pouvait avoir le détail donc, des 23 actions et des scores que vous avez donnés. Donc peut-être pas me les tous les donner maintenant, mais si vous pouviez nous les communiquer par mail après, ça serait super. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème pour vous transmettre les documents synthétiques qui rappellent l'ensemble des actions. Pas de souci. Ce qu'on peut préciser par rapport au document qui pourra vous être transmis, c'est que les 23 actions pourront être présentées de façon succincte et ce document synthétique vous montrera de quelle façon ont-elles été guidées en termes de cohérence, en termes de frugalité, en termes d'adhésion et vous aurez comme ça une vision la plus globale de toutes les dimensions qui ont été prises en compte. Et faisant le lien avec la question qui juste précédait, on insiste beaucoup sur cette notion de tous les membres du comité de pilotage ayant la prise de conscience parce que chacun est compétent dans un certain nombre de dimensions, mais pas sur l'ensemble des dimensions nécessaires, parce que 23, c'est beaucoup.
Et chacun d'entre nous ne peut pas avoir la compétence sur ces 23 sujets. Et en revanche, il est extrêmement important que les membres du comité de pilotage aient conscience de l'impact des autres dimensions dont ils n'ont pas de compétence. Et pour le coup, on a beaucoup travaillé sur cette notion de la compétence qui est là, disponible en interne, celle qui n'est pas disponible et qui peut faire l'objet de formation, de montée en compétences, et celle qui doit faire l'objet de prestations externes. Mais en tout cas, il s'agit là de toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, parce que comme on le dit, c'est comme une chaîne, c'est le maillon faible parmi ces 23 actions qui peut remettre à plat ou en tout cas pénaliser l'ensemble de la démarche, et c'est tout à fait dommageable. Et il faut véritablement en matière de télémédecine, en tout cas, que nous prenions véritablement conscience qu'il ne s'agit pas simplement d'une innovation technologique, mais l'innovation, elle porte sur l'ensemble des dimensions qu'on a passé en revue là. Qui veut, ceux qui n'ont pas encore pris la parole? Donc, je vois là Damien Dubois, Clément Benoît. Allez-y. Hein. Même si c'est pour simplement faire un commentaire, une remarque, est-ce que nous avons été clairs, suffisamment pédagogiques, vous qui découvrez la démarche pour la première fois? Oui, bonjour, oui, c'est en effet très clair et complet, je vous remercie. Et pas de questions, Damien? Non, pas à ce stade, merci. D'accord. Ah oui, moi, j'ai pas activé mon micro, pardon. J'avais une question pour ma part, Monsieur Kettel. Je voulais, alors, je vous remercie toutes les personnes qui ont présenté. Effectivement, c'était très clair et très intéressant. Moi, je voudrais revenir sur la notion d'adhésion dont vous avez souligné l'importance, alors tant pour les usagers praticiens que pour les patients. De quelle manière vous y êtes pris justement peut-être du côté patient pour à la fois susciter cette adhésion et peut-être transmettre l'information, alors pour les patients d'un côté et puis peut-être après pour impliquer les médecins traitants très largement dans la démarche et dans l'utilisation après de tous ces outils pour le suivi de leurs patients. Alors là, quel est le médecin qui veut prendre la parole avec les expériences les plus probantes à ce jour? Oui, allez-y, Monsieur Jean-Blanc. Oui, c'est une très bonne question qui rejoint un petit peu là tout à fait la réflexion de base qu'on a quand on met en place une solution, un projet, une organisation de télémédecine. On ne le lance pas comme ça en se disant tiens, on va y faire expérimenter telle ou telle chose. Il faut vraiment qu'il y ait en amont vraiment un gros travail pour faire un projet médical afin que on recense déjà, qu'on repère déjà les besoins qui ne sont pas qui ne trouvent pas de solution avec l'organisation médicale en place, voir si la télémédecine peut être une solution et aider à une meilleure prise en charge. Hein. Alors en particulier, Madame Paradès en a parlé pour améliorer l'accès aux soins. Hein. C'est un des grands points de la télémédecine. Et après, il faut faire une étude sur la faisabilité et dont, à ce moment-là, on réfléchit sur cette adhésion. Donc, c'est avant de démarrer le projet, il faut déjà avoir vraiment une réflexion très importante et très longue. Hein. Ça ne dure pas une semaine, il faut vraiment plusieurs mois pour voir un petit peu les différents acteurs, pour voir s'il va y avoir cette adhésion. Donc ça, c'est vraiment la base. Et après, progressivement, on repère quels sont les acteurs qui sont vraiment porteurs, qui sont facilitateurs. Et puis, on s'appuie sur ces quelques personnes-là. Initialement, c'est souvent comme ça. Hein. On s'appuie sur quelques personnes qui sont un petit peu plus dynamiques. Et puis, avec ces personnes-là, on essaye d'entraîner tout le monde. Et là, c'est une des grosses difficultés, un des gros enjeux de la télémédecine. On l'a vu récemment, jusqu'au début 2020, la télémédecine a eu du mal à démarrer. Et puis là, il y a eu le Covid quelquefois, qui est venu, qui a donné un coup d'accélérateur. C'est quelquefois quelque chose, l'adhésion est quelque chose qui n'est pas toujours facile à appréhender. On commence maintenant avec l'habitude à voir un petit peu quelles sont les choses importantes qui sont nécessaires pour pouvoir arriver à cette adhésion qui est un facteur essentiel. Hein. C'est pour ça que ça fait partie des trois facteurs qui ont été mis en avant.
Peut-être juste Merci, docteur. pour compléter les propos du docteur Jean Blanc et voilà, apporter un tout petit éclairage complémentaire aussi, l'adhésion, elle passe par, entre guillemets, ce que l'on fait aujourd'hui, à savoir aussi de la communication, mais pas au sens surcommunication. C'est vraiment de l'accompagnement. Et on l'a dit tout à l'heure sur la conduite du changement et communication, les deux sont extrêmement liés. Et effectivement, l'adhésion, elle vient aussi du fait de connaître, ou en tout cas la non-adhésion vient du fait de ne pas connaître et des craintes qui sont parfois suscitées face aux technologies qui accompagnent la santé. Donc, il y a un volet, en tout cas, il y a des actions qui sont identifiées sur le volet communication à l'attention des patients. Et pour aborder entre autres cet axe-là, d'ici quelques jours, voilà, c'est une illustration en tout cas, d'ici quelques jours sur le site web du GHT, il y aura une page, une rubrique dédiée à la télémédecine et qui se veut entre guillemets pédagogique, qui explique les enjeux d'une stratégie dite de télémédecine et puis les impacts pour les patients. Voilà. D'accord. Peut-être pour donner un dernier élément, avant peut-être de laisser encore la parole aux médecins, vraiment, et en présence du directeur général du GHT, c'est montrer à quel point ce GHT, il y en a d'autres, mais ce n'est pas si répandu que cela, a une démarche de R&D. Et quand on dit une démarche de R&D, c'est une démarche de recherche et développement. Et la démarche de recherche et développement implique qu'on est conscient qu'on fait de la recherche, on est conscient qu'on expérimente, et on est conscient qu'on peut se tromper. On peut se tromper, on peut se planter, ça n'est pas grave. Et ça, c'est important, et c'est important en termes de solutions, d'organisation, d'adhésion. Et s'il n'y a pas d'adhésion, ce qui est important, c'est d'être en capacité de le mesurer très, très rapidement et de corriger et de s'adapter. Et c'est vrai que la posture de la recherche et développement est tout à fait adaptée à cela. Et c'est vrai que les organisations publiques n'ont pas forcément l'habitude de cette démarche de recherche et développement en ce qui concerne en tout cas les solutions numériques. Et là, je dois dire que ça a été un véritable plaisir pour nous de travailler avec le GHT puisqu'il y a cette logique, et vous l'avez vu au travers du tableau de bord, on réfléchit en termes d'opportunités. Et là, on se refuse rien. Voilà, il y en a une quinzaine. Et puis, qu'est-ce qui est en cours à l'étude? Et puis, qu'est-ce qui est opérationnel? Et comment est-ce qu'on mesure après l'opérationnalité, le déploiement des usages? Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est d'accepter les échecs et c'est de corriger au fur et à mesure. Est-ce que d'autres médecins ou d'autres questions Si vous permettez, j'ajouterai juste un concept auquel je tiens particulièrement. Quand on parle d'adhésion, mais en général, quand on parle de mesurer certaines activités et corriger, on parle de qualité. Et ça, c'est dans la santé, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention, de questionnement, de complément? Oui, encore une petite question, s'il vous plaît, Léo Caravagna, donc Physique Santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des solutions techniques que vous avez retenues pour tout ce qui est téléconsultation, télésurveillance, etc. Qui veut prendre la parole parmi les trois médecins concernant les solutions peut-être les plus déployées? Allez-y, docteur Jean Blanc. Oui. Alors déjà, au niveau de la base, téléconsultation, téléexpertise, nous avons, dès le départ, depuis 5-6 ans, pris le parti d'avoir la solution de travailler avec la plateforme régionale du GRAD, sur la plateforme régionale de l'ARS. Et nous avons tenu le cap parce que c'était pas toujours évident. Quelquefois, on a un petit peu la tentation de faire différents choix parce que c'est évident qu'il y a certains autres choix qui avaient beaucoup d'intérêt également. Néanmoins, le fait d'avoir une solution régionale, ça permet d'avoir cette cohérence dont on parlait tout à l'heure et de pouvoir d'avoir un lien avec les autres établissements régionaux. Et je pense que c'est un bon départ pour une bonne base de travail de démarrer avec la solution régionale. Du moins, c'est la solution pour laquelle nous avons opté. Après, dans les différents projets que nous avons, il y a d'autres
solutions et d'autres partenaires qui ont été choisis, mais le partenaire de base, c'est la plateforme régionale de télémédecine. Est-ce que Pierre Lutzer, tu voudrais ajouter quelque chose, en particulier avec effectivement les projets que tu suis plus particulièrement? Oui. Alors, pour l'adhésion, c'était important d'être souligné. Alors, en ce qui concerne le télésuivi des constantes physiologiques au domicile, donc ce sont des patients des services de soins infirmiers à domicile, donc qui consentent déjà à être suivis en tant que tels. Ça, c'est la première chose. Pour les capteurs embarqués, il signe un consentement. Et bien évidemment, cela se fait en partenariat avec le médecin traitant, puisque le médecin traitant est déjà celui qui a orienté son patient vers le service de soins infirmiers à domicile. Donc la chaîne d'adhésion, elle est complète du patient jusqu'à son médecin traitant. En ce qui concerne les outils technologiques, alors nous faisons appel à un prestataire agréé santé qui travaille d'ailleurs avec plusieurs autres hôpitaux partout en France. Voilà, de façon très synthétique, un petit peu mes réponses aux deux questions précédemment posées. Oui, concernant les solutions, je pense qu'elles peuvent être citées à partir du moment où effectivement elles ont été choisies par le GHT. Tu parlais tout à l'heure d'un prestataire qui est donc agréé hébergement de données de santé, c'est cela? Donc de quel partenaire tu voulais parler? Son nom, si je peux le citer, c'est Serviline. Alors, il y a pas, je ne suis pas du tout actionnaire chez Serviline. Oui, mais justement, je prenais la précaution de dire, enfin, sauf sous contrôle de M. Arsatelli, si effectivement les partenaires peuvent être cités si lorsque effectivement nous ne sommes plus dans le cadre des marchés publics et lorsque, parce que c'était un peu le sens de la question de Léo Caravagna, je crois. Oui, il n'y a pas de problème. Les marchés publics ayant été passés, maintenant ils sont notifiés, on peut tout à fait les citer, sans problème. Alors, dans l'historique, en fait, c'est un partenaire au gré des idées, des recherches avec lesquelles, avec d'autres collègues, nous travaillons depuis, je dirais, plusieurs années, dont on avait pu mesurer la fiabilité scientifique et intellectuelle. Et a fortiori, c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'hôpitaux, notamment dans le domaine, alors aussi avec le CHU de Nice, mais dans d'autres régions et dans le domaine aussi de l'hémodialyse. Voilà, donc c'est un partenaire qui travaille déjà avec la fonction publique depuis de très nombreuses années et qui est sollicité aussi par les CHU de notre région. Je crois que peut-être citer également les solutions Nomadec qui ont été déployées. Alors là, je laisse François Jean-Blanc en parler. Oui, nous avons, pour tout ce qui est urgence, en particulier pour la solution de télémédecine avec embarquement de mallettes de télémédecine qui sont en particulier utilisées par les ambulanciers. Nous avons fait appel à la société Nomadec, une société Excelus, qui fournit ces mallettes avec des objets connectés et qui a également un hébergeur de santé, de données de santé avec lequel il travaille. Ça répond à la question, Monsieur Caravagna? Oui, ça répond. Je peux juste reprendre le nom de l'hébergeur, s'il vous plaît. Donc Pierre, c'était donc Serviligne. Pardon, excusez-moi, vous me l'appeler parce que Alors, si c'est l'hébergeur, oui, pour le suivi en ambulatoire, Serviligne, S-E-R-V-I, ligne. Ok, merci. Qui est basé à Nice aussi, d'ailleurs. Pour moi, c'était bon, merci. Merci bien. Et le nom du correspondant à Serviligne, c'est Monsieur Clément, de prénom Olivier. Le Dauphiné libéré a une question chez nous. En fait, vous avez choisi 23 actions différentes pour actuellement une date. Il y a une objectif une note à atteindre une certaine date, une certaine année. Donc, monsieur demande nos 23 actions,
elles sont évaluées. On a mis une note en effet à ces 23 actions. Est-ce qu'on a un objectif d'atteinte d'une note particulière au global sur ces actions? Alors, oui et non, j'ai envie de dire. Les actions sont en effet évaluées par rapport à la maîtrise que l'on en a de leur degré de mise en place. On les évalue par rapport à l'aspect technique, à l'aspect juridique, à l'aspect communication. Ça nous permet, nous, en termes de portage de projet, de savoir où on en est et qu'est-ce qu'il reste à faire. Pas une note sur 20. Donc voilà, c'est vraiment pour nous un outil de pilotage du projet pour savoir comment prioriser ces 23 actions, les regrouper en termes de phasage. Par exemple, est-ce que l'aspect juridique peut être mené de front sur plusieurs aspects? On a parlé tout à l'heure des marchés publics. C'est un aspect d'évaluation de certains projets. Est-ce que le marché a été passé? Est-ce qu'il est consolidé? Est-ce que les outils sont déployés? Donc voilà, c'est plutôt la note, c'est un outil de pilotage du projet et de mise en œuvre de ces actions. Peut-être un élément pour compléter sur cette notion qui est encore, comment dire, en face, on pourrait dire, d'expérimentation. C'est l'idée que les 23 actions qui sont regroupées dans 5 thématiques sont présentées sous forme de radar. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que cela veut dire sous forme de radar, mais c'est important de dire la forme parce que, et ça a bien été dit par Jean-Michel Orsatelli, il ne s'agit pas d'avoir une note sur 20, non, il s'agit d'avoir cette vision dans les 5 dimensions et puis de percevoir que, ah, tiens là, on est plus mauvais là-dessus, il faut qu'on fasse attention, on est plus vigilant, là ça va, c'est plus confortable, ça permet de guider dans le choix des priorités. Et puis l'autre élément que soulève votre question, et en tout cas ça peut nous questionner, c'est à quel moment ce type d'évaluation peut à un moment donné être même partagé publiquement. C'est-à-dire que là ce n'est pas encore tout à fait le cas, ce sont des travaux internes, on met en marche un peu une méthodologie de suivi, de tableau de bord, etc. Mais il est vrai, comme ça existe dans d'autres domaines, il y a une espèce comme ça d'évaluation qui est rendue publique et on peut trouver ça tout à fait intéressant qu'à un moment donné, effectivement, en tout cas nous, Catel, nous travaillons là-dessus pour faire en sorte de mettre à disposition des GHT des outils de tableau de bord, de pilotage, vraiment de suivi au jour le jour de l'ensemble de la gestion d'une démarche stratégique télémédecine qui, là, vous l'avez vu, puisque vous avez là le directeur général adjoint, c'est de dire combien le projet il est stratégique. C'est un signe vraiment tangible que c'est considéré au plus haut niveau de la stratégie du GHT. Et pour le coup, il y a une nécessité de le piloter comme sur les autres aspects et que cette notion de pilotage, le directeur général, il doit en avoir que quelques éléments clés qui lui permettent de dire, tiens, là, il faut que je renforce, il nous manque une compétence sur les questions de cybersécurité, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On voit que là, on a un point faible. Voilà. Est-ce que ça répond bien à la question posée? Tout à fait, merci. On a quasiment atteint, on a atteint le créneau horaire qu'on s'était fixé en préparant cette réunion. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des appréciations? Et peut-être quelque chose passé sous silence avant que vous repreniez la parole, c'est cette notion de GHT 3.0. Hein, et donc, voilà qu'il s'agit véritablement d'un lancement de ce GHT 3.0 Alpes du Sud. Et donc, dans les documents qui vous ont été transmis, je crois, Julien, tu me dis, sous ton contrôle, ce nouveau logo a été partagé auprès des journalistes. En tout cas, il le sera avec le document de synthèse qu'on va leur partager. Oui, exactement. On va refaire le point tout à l'heure sur les documents. Mais effectivement, en tout cas, ce qui vous a été présenté aujourd'hui, j'imagine pourra vous être transmis très, très simplement, donc avec le logo et donc l'accord du GHT. Et puis, voilà, pour ceux qui n'ont pas pu assister à tout, on enverra également l'enregistrement. Alors, si tout c'est bien enregistré, mais on enverra l'enregistrement de cet échange, de cette conférence de presse. Vous pouvez… Pas d'autres questions. Merci. On va pouvoir lever la séance.
Parfait. Merci. On remercie tout le monde et allez-y, monsieur Arsatelli. Merci de l'organisation de cette conférence. Merci à tous pour votre présence, pour votre implication dans ce projet. Et puis, j'espère à très bientôt pour de nouvelles étapes, de nouvelles avancées du projet de télémédecine dans les Alpes du Sud. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Belle journée à tous. Également.